Sais-tu ce que c'est que le design social ? C'est une approche qui vise à résoudre les problèmes humanitaires face à certains enjeux, comme par exemple l'urgence climatique. En écoutant cet épisode jusqu'au bout, tu verras que ce n'est pas que ça. Pour en parler, j'ai demandé à Anastasia de venir partager ses connaissances sur le sujet et nous donner sa vision. C'est un épisode très inspirant que tu devrais écouter jusqu'au bout, car sa conclusion va peut-être te faire changer de cap. Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Avant de débuter, je voudrais te parler d'un produit que tu connais sûrement, qui est FigJam, le tableau blanc pour les équipes lancé par Figma. FigJam a changé et aujourd'hui, il intègre une AI, une intelligence artificielle. FigJam AI t'aide instantanément à visualiser tes idées. Il te suggère les bonnes pratiques et automatise les tâches répétitives. Avec FigJam AI, tu peux générer des templates pour les réunions d'équipe hebdomadaires, les brainstorming et les rétrospectives, ou bien organiser tes projets avec des plannings visuels et des organigrammes, et tout ça depuis une simple invite. Dans FigJam AI, tu peux utiliser un prompt préprogrammé ou bien écrire le tien. FigJam AI t'aide aussi à gérer tes notes. Tu peux les trier rapidement par groupe afin de perdre moins de temps à tout organiser manuellement et donc à gagner du temps pour développer tes grandes idées. FigJam AI résume tes notes pour toi. Tu visualises clairement tes points clés et les étapes à venir en résumant les notes en un seul clic. Et tu peux même générer un lien rapide pour partager le résumé. Enfin, tu peux doubler FigJam avec la puissance de ChatGPT. Utilise Jambot pour réfléchir à tes idées, briser la glace ou même coder tes designs. FigJam AI est actuellement en version bêta et il est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs ayant un compte Figma professionnel, Figma organisation ou bien un forfait entreprise. Inscris-toi à FigJam dès aujourd'hui en utilisant le lien unique qui se trouve dans la description de cet épisode. Bonjour Anastasia, comment vas-tu ? Bonjour Laurent, ça va très bien, merci. Toi ? Oui, très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît ? Alors, moi, je m'appelle Anastasia Kondratieva. Normalement, je dis que c'est pas la peine d'apprendre mon nom imprononçable, mais aujourd'hui, c'est une belle occasion de le faire pour celles et ceux qui nous écoutent. Je suis designeuse de services française d'origine ukrainienne et aussi consultante en innovation sociale et durable. Dans ma vie professionnelle et aussi personnelle parce que j'ai du mal à couper entre les deux, j'interviens auprès des grands groupes, start-up, associations françaises et européennes et au-delà à impact. Ceci pour un seul objectif et de les accompagner dans la conception, le lancement et aussi dans l'amélioration continue de leurs produits et services innovants. Et j'insiste sur le dernier mot. Aujourd'hui, je me spécialise dans le design cognitif, autrement dit le design comportemental, dans le design inclusif, ouvert et aussi circulaire, un terme sur lequel je vais revenir plus tard, et ce notamment dans les conditions de crise et d'extrême incertitude. Oui, il y a beaucoup de sujets, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que, donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble de design social. C'est vrai que pour ma part, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas très bien ce que c'était. Et j'aimerais savoir pourquoi tu voulais en parler dans l'épisode et pourquoi tu voulais aborder finalement ce sujet dans Design Plus, s'il te plaît. Comme tu dis, Laurent, tu n'es pas le premier à avoir que très peu entendu parler de ce terme. Et donc, en France,
surtout en France. Lorsque je dis être designer social, finalement, peu de mes collègues et peu de professionnels dans notre communauté de designers et designeuses arrivent à comprendre ou bien à expliquer plus ou moins clairement ce terme et encore moins se définir en tant que tel. Pour être honnête, dans mon entourage professionnel, je connais littéralement aucun et aucune designer et designeuse sociale, en tout cas la personne qui porterait cet intitulé sur sa page LinkedIn ou au-delà dans son activité professionnelle. D'accord. Et donc, pour expliquer pourquoi ma présence ici, puisque le design social, c'est un terme assez méconnu et un terme assez complexe, il m'était vraiment important d'expliquer, de poser clairement les mots sur ce qu'est en tout cas le design social, parce que c'est une approche complexe qui a une multitude de facettes dont on parlera assez bientôt, mais finalement qui, de mon point de vue, n'a qu'un seul objectif, on dirait un objectif ultime, celui de d'essayer de répondre à des problèmes sociétaux et planétaires complexes. Concrètement, essayer de travailler avec le changement climatique parce qu'on n'est plus capable de le contrer, travailler sur la pauvreté, prendre en compte l'inégalité sociale bien présente en France, mais encore dans bien d'autres pays. Essayer de trouver les nouvelles approches pour inclure les personnes en situation de handicap, travailler dans les conditions de guerre, réfléchir à des solutions pour les migrations qui sont elles aussi causées par les guerres ou bien par le changement climatique. Celles et ceux qui ont fait la fresque du climat, par exemple, savent que c'est une conséquence inévitable de l'activité humaine, l'épuisement des ressources, bien évidemment aussi engendré par toute la société qui habite la planète, bref, toutes les urgences auxquelles notre société est en train de faire face et serait obligée de faire face dans les années, dans les décennies à venir. D'accord, donc il y a beaucoup de sujets. Et beaucoup de problèmes sur lesquels tous et toutes on pourrait travailler voilà, dans les années qui viennent. Et donc, sur le terrain, concrètement, comment ça se passe? Pour moi, il s'agit tout d'abord d'essayer de trouver les stratégies, non pas pour exclure, parce que le design, dans la plupart des cas, a toujours fait son maximum pour exclure certaines catégories de personnes, et donc trouver les nouveaux moyens, les nouvelles approches pour inclure, c'est-à-dire appliquer la logique de ce qu'on appelle aujourd'hui le design universel. C'est encore un terme très peu connu en France parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité, mais on ne va pas avoir cette vision beaucoup plus systémique de la chose. Et donc le design universel, c'est un design accessible, mais aussi à la fois inclusif et utilisable. Et donc par conséquent, en tant que designeuse, on se doit un peu d'appliquer cette logique-là et aussi d'impliquer dans le process de conception, de mise en place, les parties prenantes, ou en anglais appelé les stakeholders, et aussi les bénéficiaires, en intégrant la logique de ce qu'on appelle co-conception. Je parle vraiment des bénéficiaires parce que j'ai l'impression que dans le domaine notamment de UX design, on parle souvent des utilisateurs et utilisatrices finales, moi y compris, tout en perdant de vue que les personnes qui vont bénéficier de notre solution, de notre approche, ne sont pas forcément uniquement celles et ceux auxquels notre produit ou service était au départ destiné. Et donc, lorsqu'on parle de cette logique d'un design inclusif, d'un design accessible, de la logique de co-conception, et il me vient à l'esprit l'activité du collectif parisien AAA, aussi connu entre, j'allais dire les Parisiens, mais beaucoup plus au-delà, sous le nom de l'atelier d'architecture autogéré. Et donc, c'est un collectif qui, depuis plus de 20 ans, développe une plateforme de recherche-action. Ça veut dire qu'ils font des recherches autour des usages et les mettent juste après en pratique, et ce, avec les habitants. Et donc, ce qu'ils font, ils essayent de réapproprier les espaces
inexploités, les espaces vacants, les espaces vides, les friches, les terrains vagues, bref, toutes les conséquences de l'étalement urbain qu'on connaît tous et toutes aujourd'hui. Et D'accord. ils sont en train de réquestionner les mauvaises un peu pratiques de la métropole et aussi d'intégrer dans chacun de leurs projets collaboratifs, tout simplement parce que n'importe quel projet est conçu et fait avec les habitants des quartiers. Donc le concept de l'éco-urbanité. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce terme-là apparaît dans leur activité à peu près dans les années 2000. Aujourd'hui, on est en 2003 et on en parle beaucoup, alors que AAA, c'était pratiquement les pionniers dans ce domaine et intégraient ces démarches bien avant qu'elles deviennent tout simplement en vogue. Et donc, au-delà d'être le design participatif, collaboratif, le design social est aussi le design ouvert. Et cette ouverture, si je dois donner vraiment un exemple qui m'inspire au quotidien, se traduit d'une très belle façon par les projets et les recherches d'un collectif, j'allais dire même d'un labo suédois qui s'appelle Space 10. C'est un labo qui a été initié par IKEA et qui est toujours soutenu par IKEA, mais c'est une entité indépendante. Et donc, ce qu'ils font, ils travaillent sur les projets de design social. Donc, j'invite celles et ceux qui veulent aller plus loin à vraiment regarder leurs recherches, leurs projets, et ils les partagent par la suite et les mettent en accès ouvert. Donc, n'importe quel projet par la suite devient une sorte de répertoire collaboratif et aussi contributif, parce que l'objectif est non seulement de réaliser ce projet chez soi dans son quartier, mais de réfléchir à des potentielles améliorations ou bien le dupliquer, le changer, le modifier et partager par la suite avec la communauté ou avec ce collectif, cette labo en question. D'accord. Excuse-moi. Donc le site internet, c'est space10 comme le chiffre 10.com. Tout à fait, exactement. Je te laisse continuer, vas-y. Et donc, pourquoi je parle de ce projet-là? Parce que Space 10 m'a beaucoup inspiré moi, et aussi certains de mes collègues et même amis aujourd'hui qui habitent en Ukraine et dans d'autres pays européens. Et donc, au début de la pandémie Covid-19, j'allais dire parce qu'on n'avait plus grand-chose à faire, mais bref, c'était juste les occasions qui ont fait qu'on s'est rassemblés tous et toutes. On a initié notre think tank à nous qui s'appelle le Hola Buddha. Aujourd'hui, il n'existe plus, je veux dire parce que Covid n'existe plus, mais il n'existe plus pour une autre raison que je vais citer plus tard. Et donc l'objectif de ce think tank était de réfléchir à des nouveaux modes d'occupation et aussi d'occupation temporaire, modulaire dans la capitale de l'Ukraine, Kiev, pour contrer de nouveau l'étalement urbain et aussi réfléchir à comment les habitants pourraient se réapproprier la ville tout en intégrant la démarche du développement durable et aussi toutes les conséquences du réchauffement climatique auxquelles le pays, l'Ukraine ou d'autres pays européens allaient faire face dans les années à venir. Et D'accord. donc, Excuse-moi, Anastasia, et ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est d'expliquer aussi, pardon, ce que c'est qu'un think tank. En fait, un think tank, on peut dire que c'est un espèce de groupe de réflexion ou un laboratoire d'idées qui regroupe des experts. Et là, en l'occurrence, ce sont des designers, c'est ça? tout à fait. Voilà, donc c'était juste la parenthèse. Pour continuer un peu dans la lignée, je trouve qu'aujourd'hui, c'est l'une des meilleures formes, en tout cas l'une des formes les plus propices à l'innovation et à la création de nouveaux usages. Et je pense que voilà, au-delà de travailler sur un format d'agence, il pourrait aussi être intéressant, en tout cas, de mettre en place les think tanks dans les agences ou bien faire en sorte que les designers se coopèrent un petit peu et créent leur propre think tank indépendant.
Et donc, c'était un peu le cas de Sociétank en Ukraine parce que chacun et chacune, en tout cas chaque participant, chaque membre de l'équipe avait aussi son activité à part, ses agences à part, ses projets, et on le faisait un peu dans notre temps libre. Et donc, toutes les recherches qu'on faisait, aussi les projets, on les mettait en accès libre afin que tous les citoyens et toutes les citoyennes puissent s'en servir et aussi en faire un outil communautaire. Et donc, ce qui s'est passé, le collectif a cessé d'exister parce que, disons, de notre point de vue, l'objectif a été en quelque sens atteint et qu'on a continué, voilà, nos propres voies respectives. Et quelques années plus tard, de nouveau, on s'était retrouvé sur un autre projet, mais j'appellerais pas ça un projet, j'appellerais ça plutôt le front de design, tout simplement parce qu'au début d'invasion totale de l'Ukraine, il y a déjà à peu près un an et demi, toute la communauté de designers et designeuses en Ukraine s'est rassemblée ensemble, et cette fois-ci, l'objectif était d'imaginer les moyens low-tech qui permettraient aux gens d'avoir un confort minime, par exemple dans les abris anti-aériens ou bien dans les pièces, les chambres vides pour celles et ceux qui se réfugiaient dans d'autres villes et qui partaient absolument avec rien sans affaires, et parfois même sur le front militaire pour trouver des solutions pour dormir ou bien pour se réchauffer dans la nuit ou lorsque les températures étaient en pleine chute. Et donc, disons, être sur ce que j'appelle le front de design m'a un peu remis sur les rails par rapport à mon rôle et par rapport à qu'est-ce que le design social et comment moi je le définis. Et donc, de mon point de vue, aujourd'hui, le design est beaucoup plus qu'un métier ou une discipline. Et il s'agit d'une lutte ou même d'un mouvement. Et sans blâmer les designers qui continuent bien souvent encore de travailler en silo, voilà, qui sont vraiment découpés dans les agences, bien dans les départements des grands groupes, et se concentrent beaucoup sur le delivery. Et voilà, je vois beaucoup de discussions, beaucoup d'approches, notamment sur LinkedIn, voilà, de comment on va livrer ou délivrer le projet. Je trouve qu'il est impératif d'avoir vraiment une vision beaucoup plus systémique, c'est-à-dire d'anticiper à chaque fois les conséquences de ce qu'on fait, les conséquences de nos décisions qui malheureusement déjà sont inévitables et encore trop souvent sont dévastatrices par rapport à la société et par rapport à la planète. Et donc, dans ce contexte d'urgence sociétale et planétaire, donc au début, je vous ai dit que je travaillais dans les conditions d'extrême incertitude et d'urgence, sauf qu'aujourd'hui, ces conditions sont propres à nous tous et toutes. Chaque designer, chaque designeuse devrait réfléchir aussi en termes de design social, c'est-à-dire repenser son rôle dans une agence, dans une entreprise, dans une association, dans un grand groupe ou autre, réquestionner les habitudes et les usages, nos habitudes à nous ou les habitudes et les usages de nos utilisateurs et utilisatrices. Réfléchir aussi à comment finalement pourrait-on faire pour ne pas créer les produits et services, mais plutôt réfléchir à comment créer ou comment repenser le monde pour le rendre un petit peu plus soucieux de la planète, pour créer un monde plus juste et aussi un monde plus accueillant. D'accord, ok. Effectivement, c'est une belle introduction avec beaucoup de conditions. Je ne sais pas si tout le monde y arrivera, mais c'est un vrai sujet. Est-ce que pour développer un peu plus sur le design social, est-ce que tu pourrais nous donner une définition au final? Qu'est-ce que le design social, s'il te plaît?
C'est une belle question et si on va taper sur la barre de recherche Google ou tout autre moteur de recherche, je suis pratiquement convaincue qu'on va jamais trouver la même réponse. Aujourd'hui, quand on parle de design social, déjà en anglais, on l'appelle social design et ça a vraiment une multitude de casquettes et termes. On peut parler du design for good, au design for social impact, design pour impact social, ou bien même il y a quelques écoles de design en France qui appellent ça l'innovation sociale par le design. Donc, il n'y a jamais qu'un seul terme assez précis. Et donc, moi, je dirais que sa définition passe pas par les mots, mais plutôt par les activités, par les engagements que cela engendre. Donc, pour moi, quand on parle du design social, euh, on est en train de réfléchir à comment pourrait-on s'attaquer ou bien résoudre les problèmes humanitaires. Comment pourrait-on faire face finalement à l'urgence planétaire, autrement dit climatique, qui est inévitable parce qu'on est déjà en plein dedans, et comment et surtout, je pense, faire entendre la voix et aussi mettre en lumière celles et ceux qui ont été pendant finalement, j'allais dire les années, mais les décennies, voire les siècles, oubliés, mis à l'écart, marginalisés, et ce aussi par le design. C'est peut-être assez radical ce que je veux dire, mais si aujourd'hui il y a autant d'inégalités et la planète, voilà, qui est en train de nous abandonner, ou plutôt c'est nous qui sommes en train d'abandonner la planète, c'est parce que il y a aussi une responsabilité des designers et des designeuses qui, au bout d'un moment, n'ont pas pris les décisions ou bien n'ont pas anticipé les conséquences de leur projet, voilà, et de leur rôle aussi dans les entreprises. D'accord. Et Excuse-moi, donc, à qui tu penses quand tu dis les oubliés ou les mis à l'écart ou les marginaux, en fait, du design, tu penses à qui? disons, quand j'interviens dans les écoles et que je parle souvent de l'ergonomie ou du design d'expérience utilisateur, j'invite avant tout mes étudiants ou aussi souvent mes clients de réfléchir, ou en tout cas juste de jeter un œil sur le monde qui nous entoure. Quand on parle de l'immeuble, par exemple, qui n'a pas de rampe d'accessibilité, on voit très bien que les personnes en fauteuil roulant ne pourront jamais entrer dans cet immeuble, bien vont appliquer un effort considérable. C'est exactement la même chose avec les sites ou avec les applications qui n'ont pas été conçues en prenant en compte justement les besoins des personnes en situation de handicap, et ceux aussi, par exemple, avec un handicap invisible. Question, enfin en tout cas l'exemple le plus parlant aussi, c'est ce qu'on appelle le design aussi des politiques RH. Parce que ça touche aussi ce domaine où le congé paternité n'est pas aujourd'hui égal au congé maternité, et donc ça pose problème en termes d'inégalité et en termes aussi d'accès à l'emploi ou de retour à l'emploi par la suite. Donc ces exemples-là, du coup, je pense que je peux continuer à en citer plein d'autres, mais lorsqu'on commence juste à réfléchir au monde qui nous entoure, aux objets, aux services qui nous entourent et aux personnes, on se rend très vite compte que un grand nombre, en tout cas, de personnes sont aujourd'hui, comme tu disais, marginalisées, tout simplement parce que ils n'ont pas le même accès, ils n'ont pas la même perception des produits et services dont on se sert au quotidien lorsque, voilà, on est un peu, j'allais dire, privilégié. D'accord, ok, très bien. Je te laisse continuer. Je crois que tu voulais développer un petit peu sur de quelle tendance vient le design social ou comment que ça a été mis en place, des choses comme ça. Tout à fait. Disons, à part parler du design social comme un terme global, je ne suis pas certaine de pouvoir dire qu'il s'agit vraiment d'un domaine à part. C'est-à-dire que cette approche ou bien cette vision, cet engagement se traduit dans d'autres engagements et d'autres approches qui
peuvent être assez connus pour les designers et les designeuses qui nous écoutent. Concrètement, déjà le design universel que j'ai cité auparavant, c'est-à-dire le design qui englobe non seulement les principes d'accessibilité, mais aussi les principes d'utilisabilité et d'inclusion, et ce dans le plus large spectre. Le design centré humain, qui aujourd'hui serait davantage, j'allais dire, considéré comme le design centré planète, ou en anglais Planet Center Design. Pour vous donner un exemple, je pense notamment à l'un des projets de l'agence, en tout cas du think tank en question qu'on vient de discuter tout à l'heure, qui s'appelle Space 10, exactement. Et donc c'est le projet Be Home, assez connu d'ailleurs. Je pense que je suis pratiquement certaine qu'il y a plusieurs parmi vous qui ont déjà entendu parler de ce projet. Et donc c'est une maison pour les abeilles qui offre en tout cas un espace de biodiversité de ces abeilles, qui les met en protection, parce qu'on sait très bien que c'est une espèce qui serait dans les années à venir en voie de disparition. Et donc voilà, ce projet-là, il a pour objectif de préserver ces espèces, de faire en sorte que cette diversité-là soit protégée, et aussi de permettre à d'autres personnes de mettre en place ces maisons à abeilles, parce que Bee Home, ces maisons à abeilles chez eux, quelque part dans la maison, à l'école, etc. Le design social, c'est avant tout, surtout pour moi, le design éthique. On en parle beaucoup en France, notamment chez le collectif des designers éthiques, dont le site vous pouvez consulter. Ils font beaucoup de recherches là-dessus. Il y a quelques années, ils ont fait toute une série de conférences qui est consultable aujourd'hui sur YouTube, et où il y a plein d'informations là-dessus. Et donc, c'est aussi la posture qu'on incarne. Et pour donner, pareil, pour illustrer un petit peu, je pense à l'un des projets que moi j'utilise avec mes étudiants et avec mes clients, qui s'appelle Digital Ethic Compass, et qui permet à nous, les designers et les designeuses, d'aller vérifier si nos pratiques et nos décisions sont réellement éthiques. Ça veut dire si ils sont en train de nuire à la société, nuire à notre client, nuire à nos utilisateurs et utilisatrices, ou bien s'ils font du bien. Donc c'est vraiment une sorte de la boussole morale qu'on se doit tous et toutes avoir quelque part en poche lorsqu'on débarque sur un nouveau projet. Le dernier peut-être sur lequel j'aimerais rebondir, parce que sinon on va y passer beaucoup de temps, c'est plutôt la dimension communautaire du design. Donc je viens d'évoquer tout à l'heure l'initiative, en tout cas les activités du collectif AAA, de l'atelier d'architecture autogérée, mais ça passe aussi par les outils digitaux. Et ça me fait penser à un très bel exemple d'une start-up ukrainienne qui s'appelle Lun, Lun, donc intraduisible en français. Je suis désolée, vous allez devoir taper sur Google et essayer de chercher. Mais Lune, c'est une normalement start-up, un peu comme, j'allais dire, Nexity, qui recense les appartements et qui permet de voir l'offre immobilière dans la ville. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que au-delà de son activité commerciale, ils ont lancé une carte interactive qui permettrait de voir les endroits, ça peut être les cafés, les écoles, les coworking, etc., qui avaient ce qu'on appelle un générateur d'électricité. Donc lorsqu'il y avait les blackouts et que toute la ville plongeait dans le noir, c'était vraiment les seuls endroits où on pouvait se retrouver déjà avec la lumière, boire du café, travailler, avoir de la wifi, etc. Donc c'était vraiment un outil collaboratif. Ça veut dire que les personnes qui
littéralement ouvrait ses portes à d'autres personnes, pouvait recenser leurs endroits, en tout cas leur café, école ou autre sur la carte et ajouter cette visibilité. Et au-delà d'une carte, c'était vraiment une sorte d'outil de sauvetage parce que on savait pas vraiment où est-ce qu'on pouvait aller travailler juste pour un café ou se réchauffer parce que la ville était, en tout cas la capitale, était plongée littéralement dans le noir. Je suis content d'accueillir deux nouveaux designers dans la communauté premium de Design Plus. Merci à Liv Danton-Lefebvre et Quentin Ledoux d'avoir rejoint des dizaines d'autres designers. Toi aussi, tu peux devenir membre premium de Design Plus pour profiter de contenus exclusifs et inspirants. En 2024, tu pourras écouter tous les nouveaux épisodes plusieurs semaines avant le public. Tu recevras plusieurs bonus exclusifs réservés aux seuls abonnés. Alors n'hésite plus et clique sur le lien designplus.supercast.com que tu trouveras dans la description de cet épisode pour découvrir les nombreux avantages en étant abonné premium. Allez, on continue cet épisode. Anastasia, est-ce que tu pourrais nous dire comment le design social impacte tes projets professionnels, s'il te plaît? Alors, dans mes projets, le design social n'attaque bien évidemment pas tous les problèmes sociétaux et planétaires en même temps. Je dirais même que pour nous, les designers et les designeuses, il serait vraiment impossible de prendre en compte tous les aspects lors de notre conception. Mais pour parler concrètement de mes projets et voilà le pourquoi des choix, je pense que chaque projet que je choisis, il coïncide consciemment ou inconsciemment avec ma lutte intérieure sur le moment ou ma lutte intérieure globalement. D'accord. Ok. Donc tu as travaillé sur plusieurs projets, mais en fait tu voudrais nous parler du projet en tout cas le plus important. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ce projet et nous en dire plus, s'il te plaît? Tout à fait, effectivement. Disons, chaque projet sur lequel je travaille intègre inévitablement la dimension du design social. Mais le projet dont je parlerai juste après, c'est vraiment non pas un projet phare, mais le projet sur lequel je travaille depuis le début de l'année. Et je pense je vais y travailler encore dans les mois et j'allais dire même dans les années à venir. D'accord. Donc pendant longtemps, en fait, en France, on parlait souvent d'outils et des méthodes auxquelles moi j'ai l'impression on avait et on accorde encore beaucoup trop d'importance. Et à force de parler d'un énième framework, voilà, ou un outil, j'allais dire Figma, on perd de vue finalement l'essentiel de notre présence dans les entreprises. Et donc, moi, j'avais du mal vraiment à comprendre comment finalement on pourrait délivrer le maximum d'impact lorsqu'on travaille à une très grande échelle. Donc, pour les très grandes entreprises ou pour les projets ou bien même les problèmes assez globaux, assez complexes. Jusqu'à ce que j'ai rejoint en début de cette année 2023 le projet dont l'intitulé est Bring Back Values to Value Chain. Si on essaye de traduire en français, revenir sur la valeur quand on travaille sur la chaîne de valeur. Donc c'est un projet qui allie à la fois l'innovation sociale et la pensée systémique. Plus concrètement, Bring Back Values to Value Chain, c'est un programme de workshops qui a été initié par The Impactors, une agence que je vais présenter plus tard, en collaboration avec Big Bloom. Donc c'est une entreprise internationale qui aide les grands groupes à travailler sur les projets impact et résoudre les défis sociétaux. The Shift, c'est une association belge qui travaille sur les questions de climat, et Enabel, agence de coopération internationale belge soutenue par le ministère et qui travaille aussi dans d'autres pays que la Belgique est en train de soutenir. Et donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, The Impactors a été fondé par une collègue et amie à moi qui s'appelle Adeline Michaud
et qui est composée aujourd'hui de 3 personnes. Donc Adeline, qui est coach en innovation sociale depuis, j'allais dire la nuit des temps, mais depuis très longtemps. Et aujourd'hui, c'est aussi une coach en mindset shifting. Ça veut dire qu'elle aide les leaders de démons, à switcher leur mindset, être beaucoup plus impactant dans leur travail. Et donc, celle qui porte le projet dès le départ. Virgile Descroix qui nous apporte son expertise en gestion de projets complexes et aussi en systemic thinking, la chose que je vais vous présenter plus tard. Et donc moi, le rôle qu'on va comprendre un petit peu au fil de l'eau de toute cette histoire. Et donc, ce qui s'est passé, Adeline, Virgile et moi, nous avons tous les trois assez longtemps travaillé dans l'impact social, dans le changement et pratiquement en même temps, tous sont parvenus au même constat, qui est que aujourd'hui, un très grand nombre de projets qui portent sur ce qu'on appelle le change for good, donc le changement pour le bien commun, ont soit un impact à très court terme, soit ne vont pas au-delà du premier workshop et solutions proposées. On sait très bien qu'il y a toute une culture de workshopping qui s'est développée aujourd'hui, notamment en France, sauf que très souvent, ça n'apporte pas vraiment beaucoup de résultats parce qu'il n'y a pas de méthode derrière. Et donc, la cause de tout ça, c'est-à-dire la cause de l'absence de l'impact et l'absence des résultats viables, pour le premier cas, il n'y a pas de vision plus large du système. Donc, la vision systémique pour rendre le projet plus durable, c'est-à-dire celui qui dure plus dans le temps. Pour le deuxième cas, c'est justement la vision beaucoup trop large, beaucoup trop ambitieuse, qui amène par la suite le problème posé, notre fameux How might we en design, qui se veut par conséquent trop abstrait. Et donc, s'il est trop abstrait, en termes de logique de problem solving, il devient insolvable, inattaquable. Et donc, le process de design, le process d'innovation, autrement dit, d'où je suis et d'où on vient tous et toutes en design, de résolution de problèmes, a longtemps été travaillé en silo, sans que finalement on arrive à interagir avec tout le système, sans qu'on ait même la compréhension de tout ce système complexe dans lequel on travaille. Et ce constat va beaucoup plus au-delà du domaine du design. Et donc, si je dois prendre l'exemple de ce projet, Bring Back Values to Value Chain, dont l'essence est d'essayer de travailler, voire même de retravailler sur les différentes chaînes de valeur, en anglais supply chain, en essayant de comprendre toutes les interactions multiples, les interactions complexes et bien évidemment, comme nous montre l'expérience de tous les grands groupes et les interactions avec les grands groupes très disparates de tout le système. Et donc l'objectif, c'est déjà d'essayer de comprendre cette complexité du système, de l'écosystème, et venir la changer de l'intérieur. Il y a des échelles beaucoup plus petites. Et donc, plus l'échelle est petite, plus facilement elle est attaquable et donc actionnable. Et c'est là où on peut vraiment délivrer les résultats. Pour la première édition de ce projet, le problème auquel on a décidé de s'attaquer était le suivant. Attention, ça va être complexe et global et c'est là où on va voir pourquoi ça cloche aujourd'hui quand on parle du design, quand on parle de l'approche systémique et aussi de l'absence de l'impact. Et donc, le problème du départ était comment pouvons-nous assurer une transition durable de la chaîne du café tout en garantissant une répartition équitable de la valeur et des risques pour tous les acteurs. Le challenge paraît beau, le challenge paraît ambitieux et bien évidemment, il a pour objectif de résoudre un défi environnemental et social complexe. Là où la plupart des entreprises, aussi faisant partie de notre écosystème, s'y seraient attaquées à un tel quel, et c'est ce que je vois aussi dans mon quotidien professionnel, nous avons décidé de faire tout l'inverse, c'est-à-dire d'adopter la démarche systémique. En anglais, on l'appelle plutôt systemic thinking. Et donc, penser système, c'est penser pour moi, et j'adore cette métaphore, je vais vous la présenter en termes de logique de la montre.
On sait très bien que la montre, c'est un mécanisme complexe qui marche grâce à l'interaction harmonieuse entre toutes les petites et grandes pièces. Et lorsqu'il y a une pièce qui lâche, lorsqu'il y a un rouage qui ralentit, la montre n'est plus dans un état de son fonctionnement normal. Pour faire un parallèle avec notre projet en question, le défi qui était posé au départ, à savoir assurer la répartition équitable des risques entre tous les acteurs, se traduirait un peu comme il nous faut réparer la montre. Ce qui n'est pas vraiment très clair, on ne sait pas du tout par quoi commencer et en quoi ça consiste finalement cette tâche de réparons la montre. Ce qu'on a donc fait, on a rassemblé tous les acteurs de la chaîne de la valeur, les grands bailleurs ou les grands acheteurs, les producteurs de café dans le Congo. Il s'agit ici de toutes petites coopératives et Congo, c'est aussi la région à haut risque d'où était en tout cas notre choix. Les organismes de financement qui financent les producteurs de café en question et les ONG qui facilitent la démarche en place. Donc, on les a rassemblés dans la même pièce, on les a interviewés chacun pour mapper, pour vraiment comprendre tout ce système complexe et donc tenter de trouver toutes les pièces de la montre, surtout les pièces de la montre qui étaient les plus impactées. Et donc, mon rôle de designeuse sur cette étape-là était déjà de guider cette discovery phase, la phase de découverte, la phase de recherche et de poser les bonnes questions. Parce que déjà, rassembler tous ces acteurs ensemble, ce n'est pas une mince affaire. Et ensuite, tirer les informations dont on a besoin, c'est encore une tâche beaucoup plus complexe. Et donc, poser les bonnes questions, c'est poser des questions dont les réponses vont nous permettre de vraiment aller tout au fond du problème et ne pas rester superficiel. Et ce qui peut être souvent le cas lorsqu'on a affaire vraiment à des domaines de commerce, les grands groupes ou bien quand on travaille dans la politique. Et donc, une fois toute cette mapping a été fait, nous avons littéralement divisé ce gros et immense challenge que j'ai cité tout à l'heure en série de sous-challenges. Et au lieu de dire aujourd'hui, réparons la montre, nous avions pu être beaucoup plus précis en disant, par exemple, qu'il s'agissait d'un rouage de la mise à l'heure qui impactait le système. Et donc, poser le problème précis dans le design social, nous permet d'être beaucoup plus efficace quant à des propositions et faire en sorte que ces propositions, ces solutions soient vraiment viables. Et c'est là aussi où moi, en tant que designeuse, je peux porter conseil et les accompagner en tant que coach, parfois même en tant que médiatrice, lorsqu'il s'agissait des ateliers d'intelligence collective où on tentait de trouver des solutions de façon commune. Et donc le designer ou la designeuse dans ce genre de projet joue vraiment le rôle de médiateur. On peut le lire dans le livre que je vais vous citer à la fin, qui a vraiment une transition de posture entre le designer qui crée et le designer qui accompagne. Et donc quand on accompagne, on permet forcément à toutes les parties prenantes de créer ensemble une solution. Et enfin, lorsqu'il sera question, puisqu'il est déjà question de développer le projet pilote, là encore, le designer ou la designeuse en question, moi, pour cet exemple-là, je vais intervenir pour évaluer la faisabilité, pour toujours et encore faire en sorte que toutes les décisions qu'on prend soient remises en question, soient challengées. Un peu l'exemple des cartes de tarot qu'on vient de discuter tout à l'heure. Et le plus important, c'est aussi de m'assurer à ce qu'on ne perde surtout pas de vue notre objectif primaire et notre objectif ultime, à savoir, pour reprendre toujours la même métaphore, réaligner toutes les pièces pour faire bien fonctionner la montre. Et dans notre cas, dans le cas de Bring Back Values to Value Chain, on voit très bien que travailler petit à petit chaque sous-challenge sans perdre de vue ce qu'il s'agit de repenser littéralement toute la chaîne de valeur nous permet de la rendre plus équitable et nous permet aussi d'être capable
de répondre plus tard et aujourd'hui aux défis sociaux et climatiques auxquels tous les acteurs de la chaîne sont confrontés et vont être confrontés. D'accord, ok, c'est super intéressant. Et donc tous les trois, ça fait depuis combien de temps que vous avez commencé ce projet? Avec Adeline, on a longtemps travaillé ensemble chez Big Bloom, qui était le partenaire en tout cas de ce projet et qui l'est toujours. Et donc c'est assez naturellement qu'on se retrouvait ensemble. On dirait plutôt que c'était les trois amis qui travaillaient dans les différents projets, mais qui avaient tous les trois le même objectif. Et donc l'idée nous est venue de façon assez naturelle et on a décidé de la vraiment concrétiser, à mettre en place en janvier, sachant que toute la préparation, toutes les réflexions, les gros débats qu'on a eus, je crois qu'ils ont duré à peu près 6 mois, voire plus. C'était vraiment une chaîne qui s'est créée et dont l'impact aujourd'hui on peut voir via ce projet. D'accord, ok. Merci à toi d'écouter et de suivre Design Plus sur ta plateforme d'écoute. Ce podcast est une émission indépendante et entièrement autofinancée. Pour l'améliorer et continuer de te proposer des nouvelles interviews régulièrement, je travaille dessus tous les jours. Pour que tu continues de l'écouter et de t'inspirer, j'ai besoin de toi. Pour cela, j'ai créé des abonnements premium. En allant sur le site designplus.supercast.com, tu verras les différents forfaits que je propose, les avantages de chacun et les tarifs. Alors, si tu veux encore écouter des nouveaux épisodes et apprendre avec Design Plus, eh bien, abonne-toi. Merci. De façon un peu plus globale, tu as commencé un petit peu à en parler. Aujourd'hui, quel enseignement tu en tires de travailler dans le design social, d'orienter ta carrière vers ça? Quels enseignements en tires-tu, s'il te plaît? Je pense que le premier, c'est l'enseignement qui concerne la posture ou le rôle de designer, parce que quand on travaille dans le design social, on n'a plus vraiment cette casquette d'un concepteur ou conceptrice. Ça veut dire quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau. Donc notre objectif aujourd'hui n'est plus de créer, mais vraiment de travailler, ou j'allais même dire d'investiguer l'existant. Ça veut dire d'en faire un diagnostic complet, de comprendre, pour toujours reprendre ma métaphore préférée de la montre, quels sont les rouages abîmés, quels sont les ponts manquants, et de penser à comment pourrait-on rassembler finalement les bonnes personnes pour le faire réparer. Ou bien repenser si les pièces sont trop désuètes pour au final incarner le rôle que moi personnellement j'aimerais incarner dans les années à venir, être un peu ce mécanicien qui essaye de faire fonctionner le système complexe tout en prenant en compte la fragilité de ce mécanisme, la fragilité de la société, de la planète, et en comprenant aussi la complexité, la diversité et la richesse des pièces qui composent le mécanisme en question. D'accord, donc une super horlogère, quoi, en fait. Exactement. Je mettrai ça maintenant sur mon profil LinkedIn. Super horlogère. Penses-tu que les sociétés, les entreprises aujourd'hui devraient s'intéresser de plus près au design social? Je pense oui, et on le voit déjà avec, disons, le développement de toutes les pratiques autour de l'environnement et autour de la société ESG practices en anglais, la responsabilité sociétale des entreprises RSE. Et ma conviction aujourd'hui c'est que les entreprises ne sont pas forcément, j'allais dire, obligées d'embaucher les designers sociaux, parce que déjà, il y en a très peu. En tout cas, les designers se positionnent pas en tant que tels, mais plutôt essayer de réquestionner leurs pratiques, leurs usages, et faire en sorte que les designers qui se trouvent à l'intérieur, en tout cas, de l'organisme en question, de l'entreprise, essayent d'impulser davantage cette logique, à savoir
faire du bien, pour la planète, faire du bien pour la société, faire du bien aussi pour le collectif qui compose. Bref, vraiment, même pas intégrer cette logique de design social, mais de re-questionner l'existant, de le réinvestiguer, de le repenser, parce que finalement, c'est ça qui pose aujourd'hui problème. D'accord, ok. Est-ce que, à ton avis, le design social est à la portée de tous les designers? C'est une bonne question que je me pose à peu près tous les jours, surtout quand je travaille avec mes étudiants. C'est un peu une sorte de scanner. J'essaie de scanner les gens pour voir s'ils en sont capables ou pas. Non, en fait, finalement, je blague. Je pense pas qu'il s'agit d'une super force ultime, à savoir, tiens, moi je travaille dans le design social, toi non, du coup, moi je suis meilleure que toi, etc. Mm. Parce qu'on peut vraiment aller très vite dans cette logique. Je pense que c'est à la portée littéralement de tous et toutes, tout simplement parce que tous et toutes, on est des humains, des êtres humains, et quand on travaille en design, euh, notre objectif serait vraiment ne pas se concentrer sur la livraison d'un produit ou d'un service, parce que c'est quelque chose que je vois en permanence, mais encore une fois, de voir plus large et à chaque fois de réfléchir aux conséquences de nos décisions que nous, les designers, les designeuses, on est en train de prendre. Donc, je pense que c'est plutôt ça, cette réflexion-là, cette pratique de faire toujours un pas de côté et de re-questionner nos pratiques, ça, c'est vraiment à la portée de n'importe quel designer et designeuse. Et je pense que je vais inviter nos chers lecteurs et lectrices à le faire à peu près tous les jours, au moins pendant les points les plus importants, les plus cruciaux, quand on est sur la conception d'un produit ou service en question. D'accord. Anastasia, à propos du design social, d'après toi, est-ce que l'État a aussi son rôle à jouer dans la compréhension, la diffusion et dans l'exploitation dans ces services? Quand j'étais plus jeune et que je faisais mes premiers pas dans le design ouvert, dans le design participatif, dans la participation citoyenne aussi, j'étais tellement, j'allais dire, un peu en colère, voire fâchée, et je considérais que ce n'est plus la peine de faire appel à l'État et qu'on pouvait tous et toutes se débrouiller sans, en lançant nos propres pratiques par le bas. Mm. Or aujourd'hui, avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de vision, je pense effectivement que c'est aussi à l'État parce que finalement, ce ne sont que les représentants de la société et du peuple, euh, soit d'impulser cette logique ou soit au moins de l'accompagner un petit peu, de la soutenir. Je ne vais pas donner les exemples français parce qu'on les connaît tous et toutes, en tout cas j'en ai bien l'impression, mais dans mon pays de naissance, l'Ukraine, il y a un exemple absolument bluffant, en tout cas checker et vérifier avec tous mes amis français et non seulement, bref, toutes les personnes qui habitent en Europe. Il s'agit de l'application qui s'appelle DIA, D-I-A, donc vous pouvez aussi aller voir sur Internet, qui, attention, rassemble en elle-même tous les services administratifs et ce dans une seule application. Donc imaginez un petit peu l'URSSAF, les impôts, quoi d'autre, la poste, le vote digital, etc. Bref, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on est en train de faire via 10 000 démarches différentes. Moi, j'envoie toujours mes feuilles de soins par la poste et je pense que on en sera toujours là d'ici 10 ans. N'empêche que j'ai mon plus profond respect pour les personnes qui travaillent chez l'URSSAF, je tiens tout de même à le préciser. Mais l'application DIA était lancée par le gouvernement ukrainien et est toujours en train d'être développée avec les fonctionnalités absolument bluffantes, qui a vraiment le seul objectif ultime, c'est de simplifier au maximum les démarches pour les citoyens et les citoyennes et de leur rendre aussi le pouvoir, leur rendre aussi la responsabilité de payer les impôts, de présenter le passeport, de voter. Pour l'instant, il ne s'agit pas de vote politique, mais au moins le vote pour l'Eurovision
Eurovision a été testé à l'application et je trouve Ah que ouais. c'est quand même génial. Et je pense que pour clôturer en tout cas sur cet exemple, aujourd'hui d'IA, et son point de départ était aussi cette fonctionnalité. C'est une application qui permet de sauvegarder son passeport, attention, son passeport en version numérique. Et donc Wow. c'est l'État qui reconnaît le passeport numérique comme l'équivalent du passeport papier. Donc, je connais littéralement aucune personne qui traîne son passeport dans la poche, ni sa carte d'identité. Il suffit juste d'afficher une petite image sur son écran qui a exactement la même valeur que le passeport ou le permis. Ça peut être aussi la carte des gens qui payent les impôts. Bref, voilà, un service absolument bluffant et initiative qui a été lancée par l'État. Ça va aujourd'hui jusqu'à la mise en place du ministère du développement numérique. Ça veut dire voilà comment on peut développer, j'allais dire, un nouveau front digital pour le pays, pour simplifier les démarches et encore, disons, aller plus loin dans les démarches démocratiques. Ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple de façon très brève que j'aimerais présenter, toujours pour parler de l'Ukraine et des initiatives de l'État. La première dame, Madame Zelenská, a lancé il y a, je pense, 3 ans, une initiative autour du design universel que voilà, je vous ai expliqué au départ. Et donc, c'est elle aujourd'hui, alors que ce n'est pas son obligation légale. On sait très bien que les premières dames dans le monde entier n'ont pas de pouvoir politique. Or, elle, voilà, c'est quelque chose qui les tient particulièrement à cœur. Donc, elle porte cette initiative, à savoir comment on développe le design universel dans le pays, et ce, dans les services digitaux, dans les services digitaux, dans les services physiques y compris. Et avant qu'il y ait l'invasion totale du pays, il y a eu même la ville inclusive. En tout cas, cette initiative a été lancée. Le projet pilote qui réfléchissait à comment pourrait-on rendre une ville assez grande complètement accessible et inclusive pour tout le monde. Et donc ça aussi, c'était une initiative de l'État qui accompagnait, donc ne pas financer complètement, mais qui accompagnait aussi les porteurs de projets, les agences, etc., dans leur démarche, leur recherche, la mise en place de leurs projets. D'accord. C'est super intéressant. Je suis en train de regarder l'application DIA. Elle est disponible sur la Google Play. Et donc ils disent que c'est l'état dans un smartphone, que vous pouvez connecter, utiliser des documents numériques, partager même les copies avec les services gouvernementaux en quelques clics. Et la dernière mise à jour date de début juin 2023. Donc effectivement, ils sont en train de travailler, ils travaillent tout le temps dessus. D'après toi, comment les designers d'aujourd'hui peuvent se mobiliser et quel rôle ils pourraient avoir pour inclure un petit peu ou beaucoup le design social, s'il te plaît? Alors, je pense que ça va être probablement assez prétentieux, ce que je vais dire, mais depuis toujours, en tout cas depuis le début de mes études et ensuite depuis le début de mon activité professionnelle, et ce aussi peut-être vis-à-vis du contexte dans lequel j'ai vécu et dans lequel je vis aujourd'hui, j'ai toujours considéré le design comme une révolte, comme le moyen de faire basculer les codes, comme le moyen de re-questionner les tendances sociétales, les pratiques, comme un outil qui nous permet de nous alerter, qui nous permet de nous pousser à agir. Lors de mes études, en tout cas en design, dans une école de design et d'art classique française, mes projets, et je pense que je vais insister là-dessus, qui ont été beaucoup soutenus par mes professeurs et par mes tuteurs, ont toujours été pensés pour subvertir. C'est vraiment quelque chose qu'on m'a appris. Et à force de travailler dans bien d'autres projets par la suite, je constate que ce n'est pas vraiment ce design-là. Ça veut dire le design qui change, le design qui re-questionne, le design qui fait agir qu'on est
en train d'apprendre aux générations futures. Pour moi, le design, c'est vraiment un mouvement. C'est une lutte. C'est un front de bataille. On l'a vu avec tous les événements qui se passent aujourd'hui autour de la planète. Et si aujourd'hui, on fait face à autant d'inégalités et qu'on a autant de barrières, c'est que, à mon avis, à un moment donné, les concepteurs et les conceptrices n'ont pas su prendre suffisamment de recul par rapport à leurs actes. Ils n'ont pas su, ou peut-être ils n'ont pas voulu voir plus large, voir toute la complexité du monde et de ses usages. N'ont pas pu ou n'ont pas voulu, ça on ne le saura jamais, prévoir toutes les conséquences qui sont aussi souvent inévitables quand il s'agit de nos décisions ou bien aussi de l'absence de nos décisions. Et je ne suis pas vraiment en train de rejeter la faute sur les designers parce que la faute ne revient pas qu'aux designers et designeuses. Mais même si cela peut paraître radical, je trouve que dans l'urgence sociétale et climatique dans laquelle on vit toutes et tous, il est vraiment impératif quand on travaille dans le design d'avoir une position très claire, d'apporter de la valeur, d'être utile et surtout, je vais insister sur ça, peut-être de penser toujours l'impact. Et les engagements, quand on est en design, peuvent être multiples. Ça peut être gagner en compétences vis-à-vis des sujets sociaux. Moi-même, il y a 3 ans, je ne savais pratiquement rien autour des sujets de handicap et vraiment des sujets très précis, des spécificités voilà très précises. Sensibiliser les générations plus jeunes, ça veut dire intervenir dans les écoles, donner les conférences, etc. Sensibiliser aussi les entreprises dans lesquelles on intervient, prendre un petit peu cette posture, faire un peu, voire beaucoup de didactique. Analyser ces fameux rouages de la montre, essayer finalement de faire ralentir cette course contre la montre dans laquelle notre société vit aujourd'hui et peut-être choisir aussi les clients en se guidant par nos principes éthiques parce que très souvent ce n'est pas vraiment le cas. Bref, trouver un peu sa propre façon d'apporter sa pierre à l'édifice. Et je prends cette métaphore pour clôturer en tout cas sur le sujet parce que très peu de personnes qui me connaissent et qui ne me connaissent pas finalement ne savent pas que ma première formation est celle d'architecte où nous, on nous apprenait la posture d'un créateur ou d'une créatrice tout puissant qui édifie et qui a aussi cette force de détruire. Et aujourd'hui, je dirais, et ce pour aller dans la logique de préservation de l'existant, pour toujours parler de l'urgence climatique et de la logique de décroissance, je trouve que le rôle de designer ou de designeuse est de préserver cet immeuble, notre planète, notre société, de comprendre son écosystème, de faciliter les interactions, de faire en sorte que les portes soient ouvertes, de rajouter les ascenseurs et les rampes là où il n'y en a pas, de concevoir ou de prévoir les abris anti-aériens en cas de crise, guerre ou encore les tempêtes, autre chose. De veiller à sa diversité, ça veut dire toutes les personnes qui habitent cet immeuble, de réfléchir à une alimentation verte, de savoir identifier les étages et les voisins où le courant passe mal ou arrête de passer au bout d'un moment et donc faciliter le passage. Donc pour reprendre, le designer social, le designer tout court, c'est un peu le mix entre un horloger et une horlogère et un super architecte qui n'oublie pas les principes d'accessibilité et diversité de la société. D'accord, ok. Mais c'est vraiment très intéressant et très beau ce que tu viens de dire. J'aimerais savoir si tu parlais un petit peu de formation il y a quelques instants. Est-ce que toi, tu donnes des formations ou de la sensibilisation au sein de, que ce soit des écoles et deux, auprès des entreprises? C'est une très bonne question, merci beaucoup Laurent, et aussi un gros débat dans la communauté des designers. Je viens d'avoir un échange assez intéressant avec une des collègues littéralement la semaine dernière
par rapport au fait que la plupart des écoles de design et notamment des écoles de business où on enseigne l'UX ou la direction artistique, bref, tous les métiers du digital, n'offrent pas finalement de formation ni de cursus spécifique qui parlerait vraiment des urgences planétaires et sociétales. Et je pense que c'est l'une des plus grandes questions à se poser par rapport aux écoles et par rapport à l'offre existante. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment au bon vouloir d'un designer ou d'un intervenante d'intégrer un petit peu ces volets dans ses cours ou ses conférences ou ses pratiques. Mais jusqu'à là, il n'y a pas vraiment de cursus spécifique qui pourrait être axé là-dessus. J'ai tout de même un bon exemple en tête. Il y a quelques semaines, j'ai pu intervenir pour ce qu'on appelle la compétition dans une école de ECV digital qui certes n'offre pas de formation spécifique ni de cours spécifiques, mais en revanche donne cette possibilité à ses étudiants et étudiantes, tous les cursus confondus, de faire travailler sur ce genre de problématiques durant ces compétitions de 2 semaines qui sont soit sur la fin de l'année scolaire, soit au milieu. Bref, c'est un peu le format répétitif. Et donc l'année dernière, le sujet portait sur la diversité et inclusion. Cette année-là, le sujet portait sur le numérique responsable. Et donc pour moi, c'est un bon moyen vraiment de sensibiliser davantage les étudiants et leur offrir davantage d'outils par la suite pour leur pratique professionnelle. Quant aux écoles, je connais un master en sciences qui existe depuis, si je me trompe pas, 3 ans, peut-être un petit peu plus parce que le temps passe vite. Et c'était littéralement le premier master en France à travailler sur les questions de l'anthropocène. Ça veut dire l'époque géologique où la planète est en train de changer parce que il y a l'intervention humaine qui l'impacte. Donc ça s'appelle le design pour l'anthropocène de l'école Strat, voilà, qui a été lancée il y a pas longtemps. Sinon, dans une agence où j'ai un immense plaisir de travailler qui s'appelle Sistars et qui elle aussi travaille sur l'innovation à impact positif, nous avons lancé avec son fondateur Nicolas Chériot, je fais une pub en disant vous pouvez aussi écouter son épisode chez Design Plus. Donc, on avait lancé une nouvelle formation qui s'appelle le design d'expérience responsable. C'est une formation courte qui est destinée aux designers, mais aussi aux chefs de projet, bref, tous les acteurs de la chaîne de valeur de la tech, qui a pour objectif, bien sûr, de les initier davantage dans le design d'expérience utilisateur et utilisatrice, mais surtout de parler de l'impact et de l'impact positif qu'on pourrait délivrer quand on est chargé de design dans une entreprise ou une agence. D'accord. Cette formation s'adresse à quel type de designer, je veux dire, au niveau de la maturité? Est-ce que c'est pour tous les designers? Est-ce que c'est plus de la sensibilisation ou plus une véritable formation qui se déroule sur plusieurs jours? Alors, c'est une formation intensive qui se déroule sur 2 jours et qui est destinée déjà aux UX ou aux product, mais je dirais plutôt au profil junior ou middle parce qu'il y a les nouvelles pratiques et approches qu'on aborde, aux chefs de projet digital, aux product owners. Ça peut être aussi les CEO des entreprises ou des startups de la tech. Donc vraiment toutes les personnes qui sont pour les devs aussi, pour les DA. Je dirais quand on est sur la conception d'un produit-service, toutes les parties prenantes, les stakeholders de ce projet-là. Donc le cible, c'est vraiment d'aller chercher toutes ces personnes pour leur faire comprendre déjà qu'est-ce que UX en soi, quel pourrait être leur rôle dans ce process, comment pourrait-on rompre les silos qui existent aujourd'hui dans les entreprises et enfin comment
penser notre produit-service toujours en termes d'impact, que ce soit impact pour notre entreprise, que ce soit impact pour nos usagers ou que ce soit impact finalement qu'on a sur la planète. D'accord, ok. Effectivement, tu citais Nicolas Chériot avec qui tu travailles et j'avais interviewé Nicolas dans un épisode où il nous a parlé en fait du workshopping. Donc vous pourrez bien entendu l'écouter sur Design Plus. Et donc là maintenant nous arrivons à la fin de l'épisode et je voudrais en fait te laisser la conclusion, Anastasia. Donc c'est à toi. Je vais essayer d'être brève et courte et je pense que si j'avais qu'un seul conseil à donner à mes confrères et consoeurs, je dirais qu'aujourd'hui, il nous serait important de vraiment remettre en question nos propres pratiques et aussi d'appliquer un petit peu, j'allais dire, la logique du médecin, un peu la promesse que tous les médecins donnent au début de leur activité professionnelle, à savoir ne pas nuire. Sauf qu'au départ, ne pas nuire s'appliquait souvent uniquement à nos utilisateurs et utilisatrices, ou bien à nos clients qui étaient en train de payer nos projets. Mais aujourd'hui, quand il s'agit du design social, le design social, c'est avant tout le design qui ne nuit pas ou qui essaye de faire en sorte que d'autres personnes ne nuisent plus, ni aux bénéficiaires finaux, ni aux clients, clientes, et ni surtout à notre chère planète. Donc, se remettre en question et se poser aussi cette question à chacune des étapes lorsqu'on est sur un projet, sur une nouvelle application, sur un nouvel espace pour les habitants, sur un nouvel immeuble, jusqu'à où on peut aller pour nuire ou pour détruire, et jusqu'à où je peux aller et de quelle façon je peux m'engager pour faire en sorte de ne pas nuire ou bien pour protéger celles et ceux pour qui je crée quelque chose et avec qui je crée ce quelque chose. Merci beaucoup à Anastasia d'être venue dans Design Plus pour parler de ce sujet qui est vraiment important et qui doit parler à tous les designers de notre planète. C'est vrai que je ne connaissais pas suffisamment cette approche et Anastasia l'a très bien décrite. J'espère qu'avec cet épisode, tu vas pouvoir toi aussi te poser les bonnes questions et peut-être remettre en question certaines de tes pratiques pour évoluer. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de le partager autour de toi avec tes collègues, tes amis et sur tous tes réseaux sociaux. Tu peux aussi noter le podcast et écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute pour partager ton avis avec les autres designers. Pour continuer à écouter le podcast, recevoir les notifications des nouveaux épisodes de la saison 10, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. À bientôt, salut!